Bienvenue à tous, ici Gia. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi en Australie. On va aller parler d'une histoire qui m'a vraiment brisé le cœur, qui m'a horrifiée et foutu des frissons dans le dos tellement la personne qui a commis cet acte est monstrueuse à mes yeux, réellement. On va parler d'une femme qui était douce, gentille et généreuse, extrêmement souriante et qui a malheureusement croisé la route d'un monstre. Alors, accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur l'histoire de Karen Chetcuti. Karen Chetcuti est née le 24 avril 1966 dans la petite ville de Blackburn. Elle est née du nom de Verbrunt, donc comme son papa, dont malheureusement j'ai pas trouvé le nom, et sa maman qui s'appelait Clary. Elle a donc aussi une sœur qui s'appelle Lenny, qui est plus petite qu'elle. Elle a grandi en étant une enfant souriante, enjouée. On n'avait que des bonnes choses à dire sur Karen tout au long de sa vie. Vous verrez qu'elle était vraiment, selon les descriptions de ses proches, c'était vraiment un vrai amour. Elle était aux petits soins avec les autres et ça a été prouvé tout au long de sa vie, comme vous le verrez. Elle a une vie équilibrée, entourée d'une famille aimante. Elle a grandi dans un endroit extrêmement vert où elle a pu vadrouiller à volonté. Elle a eu beaucoup d'amis dans sa vie. Un caractère bien vivant, donc elle a bien vécu son enfance. Après ça, elle est devenue adolescente et est allée donc au collège et puis au lycée. Au lycée, là encore, elle se fait beaucoup d'amis. On n'a encore que des compliments à dire sur Karen. Elle a gardé beaucoup de contacts avec ses amis après le lycée et elles sont restées amies en fait. Donc Karen était vraiment quelqu'un qui gardait les gens près d'elle, qui les aimait sur la longueur. C'est pas une personne qui va avoir un ami une année, qui va en changer et qui va l'oublier. Non, non, Karen, c'était à la vie, à la mort avec elle. Et vraiment, ses amis, elle s'y était attachée, donc elle les a gardés toute sa vie. Après ça, en 1991, elle va rencontrer son futur mari, qui s'appelle Tony Chetcuti, d'où le nom de Chetcuti, parce qu'elle prendra le nom de son mari. Son mari, pareil, est très gentil comme elle, il est très souriant, très vivant. Ils se sont aimés très fort, ils ont eu vraiment une belle vie ensemble, ils ont construit plein de projets. Et le premier de ces projets, ce sera en 1993, quand Karen et Tony iront à Wuruli, donc un tout petit patelin de 400 habitants, pour acheter un pub. Ce pub, il aura une grande importance pour Karen. Elle va y mettre toute son âme, tout son cœur. Elle va prendre soin de ses clients. Elle va être vraiment aux petits soins avec eux, ce qui fait qu'elle va devenir la figure entre guillemets de leur petit pub. Ses clients vont beaucoup l'apprécier étant donné qu'elle est, comme je vous le dis, aux petits soins avec eux. Elle est toujours là pour parler avec eux. S'ils ont un problème, quoi que ce soit, ils peuvent se confier à Karen. Donc du coup, le résultat, c'est que tout le monde aime Karen et tout le monde devient plus que son client, mais plutôt son ami. En fait, Karen va devenir amie avec tous ses clients du bar et donc elle aura vraiment beaucoup de clients récurrents. En 1995, Karen et Tony décident de revendre le bar. Il n'y a pas forcément de raison à ça, juste voilà, ils ont fait leur temps dans le bar, ils se sont bien amusés, ils ont une petite entreprise ensemble, c'était sympa, mais ils le revendent. Du coup, Karen, en 1995 toujours, part travailler dans la ville de Wangaratta. Wangaratta, c'est un peu plus grand que Wuruli, ça reste un petit village, pareil, dans un écrin de verdure, mais Wangaratta est un peu plus grande. Elle va travailler là-bas au conseil municipal, et pareil, elle va être tellement en petits soins avec les habitants de Wangaratta, à toujours faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut. Si par exemple ils ont besoin d'un permis de construction ou d'un permis de modification de maison en urgence, elle est toujours là pour le faire le plus rapidement possible. Si les habitants ont un conflit entre eux et un voisin, elle va être là pour justement les conseiller et faire en sorte que le conflit s'arrange. Si par exemple c'est un jour où il neige et qu'il faut dégager les routes, ça va être la première à tout faire pour tout organiser pour que les gens puissent au plus vite récupérer leur véhicule et leur vie, pouvoir aller travailler, etc., etc. Donc voilà, Karen sera très vite, encore une fois, une figure de Wangaratta, justement à cause de sa bienveillance, de sa bonne humeur et son sourire. On est maintenant en 1997, et Karen et Tony décident d'acheter une petite maison. Ils achèteront cette maison dans la toute petite ville de Wuruli, parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une ville toute petite comme un mouchoir de poche, et qui se sentiront extrêmement bien là-bas. Du coup, ils vont acheter une maison d'une bonne taille, dans un endroit complètement paumé, entouré d'un champ. Vous verrez des photos, il y a un champ magnifique, on dirait un champ de blé qui est vraiment immense à côté de chez elle. Encore une fois, entouré de verdure. Là où ils habitent, ça s'appelle la Jade Valley, donc ça porte vraiment bien son nom, tout est vert là-bas. Et Karen, dans sa petite maison, s'y sentira extrêmement bien. Donc elle est heureuse, elle a son mari, sa maison, son petit travail sympa à Wangaratta, elle est heureuse.
Et en 2001, ce bonheur va encore s'agrandir quand le petit Jack Chetcuti verra le jour. C'est donc un petit garçon qui viendra rejoindre la famille de Tony et Karen, et ce seront 2 parents extrêmement aimants. Ils vont le poupougner, le chouchouter, et ils seront très heureux d'être parents. Et en 2002, donc l'année d'après, il y a encore un autre enfant qui viendra agrandir cette famille, qui s'appellera Kate, une petite fille adorable et toute mignonne qui va grandir aimée de ses 2 parents et de son grand frère. Donc jusque-là, tout va bien avec Karen, elle est heureuse et elle a une famille parfaite. En 2011, elle et Tony vont décider de divorcer. Il n'y a pas vraiment d'embrouille entre eux, il n'y a pas vraiment de raison gravissime à ça. Juste la passion dans leur couple s'est un peu étiolée avec le temps. Donc ils décident de parler réellement calmement et posément et se séparer. Ils font ça correctement parce qu'ils se sont aimés correctement toute leur vie et qu'ils ne veulent pas gâcher l'amour qu'ils ont eu entre eux, ni le respect qu'ils ont eu l'un pour l'autre et qu'ils ont toujours d'ailleurs. Donc ils vont se séparer correctement et rester en bons termes. Ce qui va être très pratique pour les enfants. On va pas se mentir, c'est toujours difficile pour un enfant quand un divorce se passe mal. Là, ce sera pas le cas. Jack et Kate gardent leurs parents quasiment comme avant. Ils sont plus sous le même toit, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Donc en 2011, après son divorce, Karen se dit qu'elle pourrait peut-être se rapprocher un peu de son travail et va habiter à Wangaratta, la petite ville dans laquelle elle travaille. Ça lui fait moins de trajets, ça lui évite de faire des allers-retours entre Wangaratta et Wuruli tous les jours. Donc voilà, elle emménage là-bas. Mais en 2013, elle reviendra à Wuruli dans sa petite ville mouchoir de poche qu'elle aime tant et elle reprendra sa maison. Et elle a décidé de venir se réinstaller à Wuruli pour les enfants parce que Wangaratta est une ville un peu plus grande. Je vous dis, c'est une ville, c'est pas un village. C'est pas une très grande ville non plus, mais Karen préfère que ses enfants grandissent dans un tout petit patelin où ils pourront faire l'aller-retour à pied chez leur père et chez leur mère. Donc elle redéménage à Wuruli pour que ses enfants aient un endroit plus calme et paisible pour grandir. Wuruli, c'est vraiment, comme je vous le dis, une toute petite ville et tout le monde se connaît. Donc Karen est contente de reprendre ses habitudes là-bas. Et quand les faits se passent, on est en 2016 et Karen a 49 ans. Du haut de ses 49 ans, elle est heureuse de sa vie, elle a plein d'amis, elle est très entourée, elle a gardé contact avec beaucoup de gens partout où elle est allée, elle s'entend bien avec son ex-mari, elle a 2 enfants adorables. Karen est heureuse, elle a toujours été décrite comme quelqu'un d'extrêmement souriant, avec le cœur sur la main, et comme on a pu le voir dans son parcours, c'est une réalité, elle est vraiment, comme je vous l'ai dit, au petit soin avec les gens l'aiment, elle est souriante, elle est dynamique, ça aurait pu être une pom-pom girl, vraiment tellement elle a le don pour entraîner les gens et les emmener dans son sourire en fait. Apparemment c'était le genre de personne qui quand elle rentrait dans une pièce, illuminait la pièce, et réellement elle faisait le bonheur de tout le monde. Donc en 2016, Karen vit donc dans sa petite maison sur Chrishlum Street. Elle s'est acheté une petite Citroën Xara rouge pour pouvoir faire les allers-retours entre sa ville où elle habite, donc Wuruli, et là où elle travaille, Wangaratta. Comme ça, c'est plus pratique pour elle, étant donné qu'on est dans un petit patelin, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il n'y a pas tout ça. Donc une petite voiture, on va pas se mentir, c'est quand même pratique. Une de ses phrases sur Facebook est « La vie est courte, profite à fond ». Et je trouve réellement que cette phrase correspond énormément à Karen. Ici, vous allez voir une photo où on voit Karen et donc ses enfants Kate et Jack sur une plage à Sainte Kilda le 7 janvier 2016, c'est-à-dire quelques jours avant le drame. Et vous verrez que ce qui va arriver à Karen est réellement dramatique. Cette photo avec Karen, Jack et Kate sera la dernière qu'ils pourront avoir heureux ensemble, car leur vie va bientôt basculer. On est le mardi 12 janvier 2016. Karen finit son travail. Avant de rentrer chez elle, elle décide d'aller faire son épicerie et va donc faire des petites courses. Et sur le retour, elle décide de s'arrêter au pub de Wuruli pour aller faire un petit coucou à ses anciennes habituées qui sont devenues ses amies. Elle va souvent là-bas pour prendre des nouvelles, savoir comment les gens vont, boire un petit verre avec ses anciennes habituées, revoir son pub, qui forcément doit lui manquer un peu, donc elle décide de faire un petit arrêt là-bas. Et à 19h45, tout le monde lui dit au revoir et elle repart. On est maintenant le lendemain, le mercredi 13 janvier 1996, et Karen était censée aller au travail normalement. Bizarrement, elle ne se présente pas. Ses collègues s'inquiètent relativement rapidement, c'est pas dans les habitudes de Karen de ne pas venir au travail, c'est pas non plus dans ses habitudes de ne pas prévenir quand elle ne vient pas, du coup l'inquiétude monte assez rapidement. Ils vont avoir la bonne idée de regarder dans le contrat qu'elle a signé à son entrée au conseil municipal pour regarder qui est la personne à prévenir en cas d'urgence. Cette personne en cas d'urgence, c'est un ami à elle, et quand ils vont joindre, l'ami va leur dire que c'est absolument pas normal,
C'est pas du tout dans les habitudes de Karen, il le sait. Comme ses collègues, il commence à s'inquiéter et donc il va décider d'appeler la police. La police de Wuruli reçoit donc l'appel et se dit que bon, ça doit pas être bien grave, peut-être que Karen est malade, elle est au fond de son lit, ils vont aller taper chez elle, ils vont la retrouver avec des mouchoirs plein les poches, mais qu'elle ira bien. Ils vont commencer par essayer de retrouver les dernières personnes qui l'ont vue et apprennent que la dernière fois qu'elle a été vue, c'est dans le pub à Wuruli. Ils vont donc interroger les gens qui s'y trouvaient, qui leur apprendront que Karen est partie à 19h45 pour rentrer directement chez elle. Alors les policiers, en sortant du pub de Wuruli, vont en direction de chez Karen. Pour l'instant, ils ne sont pas trop inquiets. Il n'y a que 200 mètres entre le pub et la maison de Karen. Elle est partie, il était 20h, on est dans une petite ville, elle est adulte. Bon, ils ne s'attendent pas à grand chose. Comme je vous le dis, c'est une petite ville très calme, il ne se passe jamais rien. Donc ils pensent vraiment que Karen est tombée malade et qu'elle n'a même pas été en état de sortir son lit pour appeler le travail. Ils s'attendent pas vraiment à quelque chose de grave. Donc ils arrivent devant chez Karen et là quelque chose va faire monter leur inquiétude en flèche en 30 secondes chrono. C'est que toutes les lumières de chez Karen sont allumées. Mais quand ils tapent, Karen ne répond pas. Donc là, ils se disent qu'il y a un problème. C'est soit elle est vraiment malade et réellement elle est au fond de son lit et elle n'a même pas eu la force d'éteindre ses lumières, soit il y a quelque chose de suspect. La police fait le tour de la maison, regarde par la fenêtre, et là, à l'intérieur du salon, ils voient le sac à main de Karen, le téléphone de Karen, mais pas Karen. Ils continuent à taper, à harceler, Karen ne répond pas. Ils font le tour extérieur de la maison et là ils se rendent compte que la voiture de Karen, qui habituellement est garée devant chez Karen, au même emplacement, vous le verrez sur les photos d'avant que je vous ai mis, sur sa maison parfaite, on voyait une petite voiture grise de garée en bas à droite de la photo. Là, elle n'y est pas sur les photos que je vous montre maintenant parce que c'est les photos qui ont été prises après la disparition de Karen. Donc quand les policiers voient que sa voiture n'est pas là, que son sac à main est là, que son téléphone est là, mais que Karen n'y est pas, ils commencent à s'inquiéter réellement. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le tour du voisinage pour demander à ses voisins si éventuellement quelqu'un saurait où serait partie Karen. Et là, il y a son voisin direct qui s'appelle Michael Cardamone qui leur dit qu'effectivement, il pourra avoir une piste pour eux. Karen leur a dit qu'elle voudrait aller visiter la famille dans un autre état. Donc pour lui, c'est possible que Karen soit partie dans un autre état un peu en urgence. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui était malade et qu'elle n'a eu le temps de prévenir personne. Les policiers gardent ça dans un coin de leur tête et lancent les recherches sur Karen. Ils vont commencer à fouiller Wuruli, donc le village, les alentours du village, tout ce qui peut être forêt, où on pourrait essayer de retrouver quelqu'un. Malheureusement, ils ne la retrouvent pas pour l'instant. Mais à 5h45 du matin, sur la route de Miltleford, quelqu'un va appeler la police. Ce quelqu'un, c'est Kayla Walking. Kayla Walking était sur le retour de son travail quand sur le côté de la route de Miltleford, donc à 20 km de Wuruli, elle va voir une voiture incendiée. Ça lui met tout de suite la puce à l'oreille, étant donné qu'on est, comme je vous le dis, dans un petit patelin, dans une région qui est vraiment très calme. C'est la région de Victoria, donc en Australie. C'est extrêmement calme. Les voitures brûlées, c'est pas dans leurs habitudes. Donc forcément, quand Kayla elle voit ça, elle se dit c'est pas normal, je vais appeler la police. Pour elle, au début, elle pense à quelqu'un qui aurait brûlé la voiture pour ramasser de l'argent, mais absolument pas un crime. Quand la police arrive sur place, malheureusement, en faisant le tour de la voiture, ils se rendent compte que, bizarrement, la voiture leur dit quelque chose. C'est une Citroën Xara de 2004. Là, ils comprennent donc que la voiture de Karen vient d'être retrouvée brûlée à 20 km de chez elle. Là, sa disparition devient vraiment inquiétante. C'est pas une personne qui a disparu volontairement, ou alors d'une façon extrêmement bizarre. Elle a laissé son sac à main, elle a laissé son téléphone, les lumières allumées dans sa maison. Bon, pour le coup, elle a prévenu personne, mais si ça avait été une disparition volontaire, ça aurait pu être normal. Mais la voiture brûlée à 20 km de chez elle, voilà, là vraiment ça commence à les inquiéter. Forcément, après une telle découverte, ils vont accentuer les recherches et faire venir des chiens renifleurs. Les pompiers vont venir les aider. Il y aura des plongeurs qui vont fouiller des zones où éventuellement Karen aurait pu se trouver. Et les détectives responsables du dossier de Karen seront aidés par une section de recherche en personnes disparues. Malheureusement, à la fin de la journée de recherche, ils ne trouveront rien. La disparition de Karen Chatuti commence à faire la une des médias. Tout le monde se demande où elle a bien pu passer. Les médias commencent à envahir la ville et à questionner les habitants. Forcément, ils vont se rendre à côté de chez Karen et ils vont parler au voisin qui s'appelle donc Michael Cardamone. Et celui-ci, pendant une conférence de presse, dira qu'il est la dernière personne à avoir vu Karen
chose qu'il n'avait pas dit à la police quand ils étaient venus l'interroger. Il dira aussi qu'il a peur d'être suspecté car il a un passé criminel assez lourd, ce qui fait que forcément, les policiers vont commencer à avoir un peu l'œil sur lui, à se questionner sur ce monsieur Cardamone, qui est-il après tout? Et vu que Cardamone les a déjà envoyés sur une fausse piste, la piste du changement d'état de la part de Karen, les policiers le soupçonnent réellement. Maintenant, on va parler un peu de Cardamone. Michael Cardamone est né en 1967. Il a donc 48 ans au moment des faits. Il a grandi avec une mère et un père qui a été chauffeur de bus, et une mère qui s'appelle Maria, qui a été très aimante et très à l'écoute de son fils. Elle a toujours été là pour le soutenir, elle l'a aimé inconditionnellement. Michael a eu une enfance tout à fait normale quand il était gamin. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais à l'âge adulte, il s'est tourné vers la drogue, plus particulièrement vers la méthamphétamine, et ça va vraiment le faire déraper. Il va faire énormément de bêtises à cause de ça, et des bêtises de plus en plus grosses. La première monstruosité de Cardamone aura lieu en 2005. En mars 2005, il va enlever une adolescente de 15 ans. H a 15 ans donc et travaille dans une entreprise qui fabrique du tabac. Donc la journée, elle est au travail et le soir, elle rentre chez elle dans une caravane qu'elle partage avec son petit copain de l'époque. Cette caravane est située sur un terrain qui appartient à ses parents. Donc en 2005, Cardamone malheureusement la repère, se rend jusqu'à sa caravane avec un énorme couteau et va menacer la pauvre H qui est complètement apeurée. Il va lui dire « Tu m'écoutes et tu m'obéis ou alors je vais aller faire du mal à ta famille ». La pauvre adolescente se fera agresser intimement et battre par Cardamone et par miracle, il va la relâcher. Forcément, elle va aller tout de suite à la police, heureusement. Elle va dénoncer Cardamone qui sera arrêté. Pour l'agression de la pauvre H, il prendra 10 ans de prison. Il ressort en 2015 et part s'installer chez sa maman, Maria, à Wuruuli. Son papa, à ce moment-là, est décédé. Il aurait pu vivre une vie tranquille à Wuruuli, étant donné que sa maman a une belle maison, elle est dans un endroit tranquille et calme, il aurait pu reconstruire une vie, il n'avait que 48 ans, c'est pas trop tard pour reconstruire une vie, il aurait pu en changer. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont la vie dure, et Cardamone, comme je vous l'ai dit, ne peut pas s'empêcher de faire n'importe quoi. Si on s'était arrêté un peu sur le passé de Cardamone et ce qu'il avait fait même en prison, on n'aurait pas dû le libérer. Pour vous donner un petit exemple, en 2013, on va lui refuser sa conditionnelle parce qu'il va être pris positif à un test de drogue. Autrement dit, il a réussi à se dégoter de la méthamphétamine en prison, il en a pris, manque de bol pour lui, il y a eu un test de drogue et sa liberté conditionnelle va lui être refusée. En 2014, par contre, là, on va lui accorder. Et en 2015, il sera pris avec dans son téléphone des vidéos contenant des enfants. Malheureusement, ce ne seront pas des vidéos joyeuses. Vous imaginez bien le genre de vidéos qu'on a retrouvées sur son téléphone. Et Cardamone sera remis en prison. J'espérais, quand j'ai lu ça, qu'il aurait été mis en prison pour 1 ou 2 ans. Mais en réalité, non. Il a été mis en prison pour 4 mois. Ce qui fait qu'il va ressortir en juillet 2015. 6 mois après, il va tuer Karen Chatcuti. On est maintenant de retour à Wuruuli. Ils ont vraiment des doutes sur ce Cardamone, donc ils décident le samedi 16 janvier, donc 3 jours après la disparition de Karen, d'aller taper chez sa mère pour pouvoir lui poser quelques questions. Ils commencent par y aller le matin. Cardamone n'est pas là. Ils se disent qu'ils vont donc revenir dans l'après-midi. Ils frappent chez sa maman. Sa maman leur ouvre la porte, mais Cardamone n'est toujours pas là. Du coup, là, les policiers commencent à se dire que Cardamone a certainement pris la fuite, qu'il est vraiment suspect, et ils lancent un avis de recherche sur lui et mettent sa maison comme scène de crime. Ils vont donc fouiller la maison de Cardamone, mais à ce moment-là, ils ne trouveront rien. S'ils ont réussi à avoir ce mandat, c'est parce qu'un juge leur a accordé quand les policiers lui ont mis en évidence que Cardamone était le voisin direct d'une personne qui avait disparu, que c'est un drogué connu des services de police qui a déjà été arrêté pour des faits d'agression violente, et que c'est surtout la dernière personne à avoir vu Karen en vie. Malheureusement, Cardamone ne reviendra pas ce samedi. Mais Cardamone sera revu très rapidement par la police de Wuruuli. On est maintenant dimanche, le 17 janvier 2016. La police de Saint-Kilda, une autre petite ville pas très loin de Wuruuli, fait sa ronde. Et sans le savoir, sans savoir qui est Cardamone, ils vont croiser.
Eux ne le recherchent pas, ils ne savent absolument pas qui il est. Cardamone aurait pu continuer son chemin, partir tranquillement et il n'aurait jamais été arrêté. Mais dans la panique, quand il va voir la voiture de police, il va faire demi-tour immédiatement. Et là, il y a carrément une course-poursuite qui va s'engager dans la ville de Saint-Kilda. Les policiers n'ont vraiment pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais ils lâcheront pas le morceau. Ils vont vraiment courser Cardamone jusqu'au bout. Et Cardamone va les emmener un peu de partout dans le village. Il va même carrément les emmener dans un autre village. Et malheureusement pour lui, il sera arrêté dans le village d'à côté de Saint-Kilda, à Ringwood. Les policiers, quand ils arrivent à l'arrêter, le reconduisent directement à la police de Wuruli, car ils savent qu'ils ont des questions à lui poser. Une fois arrivé à Wuruli, l'interrogatoire de Cardamone commence. Et les délires avec. Vous verrez que cet homme-là a réussi à sortir 18 versions de la même histoire en un temps record, et qu'il va être capable de faire des choses abominables pour se sortir de là, même utiliser sa maman. Quand la police de Wuruli lui demande pourquoi il a fait demi-tour en voyant la police de la ville de Saint-Kilda, Cardamone va leur sortir une histoire abracadabrante et complètement tirée par les cheveux. Il va leur dire qu'il a été enlevé vendredi soir, samedi matin, par des Libanais, 2 Libanais qu'il ne connaissait pas, et qui lui ont dit que c'était eux qui avaient enlevé, agressé et tué Karen, et que s'il ne se tenait pas à carreau, il allait subir le même sort. Apparemment, soi-disant, il l'aurait menacé et Cardamone aurait réussi à s'échapper. Et vu qu'il avait réussi à s'échapper, quand il a croisé la police de Saint-Kilda, selon lui, c'est ça qui lui aurait fait peur. Il a cru que c'était les 2 Libanais et donc il aurait fait demi-tour et engagé une course-poursuite. Là, on va faire une pause de 2 secondes. Je sais pas pour vous, mais personnellement, entre une voiture normale et une voiture de police, je sais faire la différence. Clairement, il a commencé à leur mentir dès le début en essayant de se sortir de là, en leur inventant n'importe quoi. Et vous verrez que ce sera vraiment pas la dernière fois. Les policiers vont donc passer à ce qui les intéresse, à savoir la disparition de Karen. Quand ils vont interroger Cardamone là-dessus, en lui demandant plus d'informations sur le dernier soir où il a vu Karen, Cardamone leur dira qu'à 21h15, Karen est venue le voir, papoter dans son jardin comme elle le faisait souvent. Cardamone était en train de ramasser des tomates cerises, il s'est donc arrêté pour parler avec sa voisine. Apparemment, ça leur arrivait souvent, ils étaient voisins, et le soir, avant de se coucher, ils se croisaient pour papoter 20 minutes. Donc ce soir-là, Cardamone dira que Karen est venue, qu'ils ont papoté une vingtaine de minutes, qu'il a donné un petit bocal à Karen avec des tomates cerises dedans, et Karen est rentrée chez elle. Après ces aveux de Cardamone, la police retourne chez Karen et entame une fouille de sa maison. Il n'y a rien de suspect, mis à part le sac à main abandonné et le téléphone, et Karen, bien sûr, qui n'est pas là. Par contre, les enquêteurs vont retrouver le fameux bocal de tomates cerises dont Cardamone leur a parlé. Ce qui est bizarre, c'est que dessus, il y a les empreintes de Cardamone, mais pas celles de Karen. Une des versions de l'histoire de Cardamone sera qu'il n'a pas tué ni enlevé Karen, par contre c'est bien lui l'auteur de la voiture brûlée. Il dira qu'il avait trouvé la voiture, et finalement avait décidé de la brûler quand il s'était rendu compte que ça pouvait lui apporter des ennuis. Après ça, il dira que c'est une autre personne dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle Edward George, ainsi que les 2 Libanais qui auraient enlevé et tué Karen Chetputi. Il dira aussi qu'il avait peur que les 2 Libanais et Edward George lui fassent porter le chapeau parce qu'il avait un passé de criminel violent. Mais les policiers ont été intelligents et ils sont allés interroger le fameux Edward George dont je vous parlerai tout à l'heure pour lui demander sa version des faits. Quand les policiers reviennent pour dire ça à Cardamone, ils n'ont même pas eu le temps de lui dire ce que Edward George avait dit sur cette histoire, que Cardamone a changé de version et a dit que c'était Edward George tout seul qui avait enlevé et tué Karen, et que Cardamone par pur hasard a été présent au moment des faits et qu'il n'a fait qu'assister aux faits et n'y a absolument pas participé. À ce moment-là, il dira aux enquêteurs qu'il peut les mener au corps de Karen. Les enquêteurs vont essayer de le croire, et ils vont être baladés de partout par Cardamone. Apparemment, celui-là, ça l'éclate de faire courir les enquêteurs. Il va jouer sur leurs nerfs. Il va s'amuser à les emmener de partout dans la ville, de partout, sauf là où il y a le corps de Karen. Mais avant de pouvoir continuer l'interrogatoire, quelque chose va se passer. On va retrouver le corps de Karen, brûlé. On est lundi 18 janvier, et malheureusement, Karen sera retrouvée brûlée au bord de l'étang de Buffalo. On est à Ellerwood Creek, il est 13h30 et comme je vous l'ai dit, les recherches n'ont pas arrêté. Et malheureusement, pendant l'une de ces battues, on va retrouver Karen, qui sera encore ligotée quand on va la retrouver. On va prendre son corps et l'emmener à l'autopsie, et là malheureusement, tout ce qui lui est arrivé va être révélé.
Le médecin qui pratiquera son autopsie sera réellement choqué de ce qu'il verra. Il n'avait jamais vu ça. On en est revenu au mardi 12 janvier 2016. Karen vient de rentrer du boulot, elle a fait son épicerie, elle est allée au pub de Wourouli, elle est rentrée chez elle, elle s'apprête à passer une petite soirée tranquille et posée, histoire de se reposer un peu avant de retourner au travail le lendemain. Il est 21h10 quand Cardamone essayera de joindre Karen sur son téléphone. Karen ne répondra pas car elle était sur Facebook en train d'envoyer des messages à ses amis. À 21h40, Cardamone la rappelle une seconde fois. Cette fois, Karen répondra et l'appel durera 1 minute et 6 secondes. Ça a été retracé sur sa téléphonie. On ne sait pas vraiment ce qui se dit pendant l'appel. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle recevra un troisième appel à 21h55. Donc autrement dit, 13 minutes après avoir raccroché avec Cardamone, elle recevra un troisième appel. Et à celui-là, elle ne répondra pas. Elle ne pourra jamais répondre étant donné qu'à partir de ce moment-là, elle sera déjà ligotée au fond du cabanon de Cardamone. À 21h40, donc, quand ils se sont téléphonés, malgré le fait qu'on ne sache pas ce que Cardamone et Karen se soient dit, ce qu'on sait par contre, c'est que Cardamone est venu chez Karen, l'a attaquée sauvagement pour la maîtriser et la rendre docile. Il l'a ensuite ligotée avec du scotch et des cordes. Donc il l'a ligotée aux mains, aux poignets donc, et aux chevilles. Il l'a aussi bâillonnée. Après l'avoir bâillonnée, il a donc pris son téléphone et rappelé le téléphone de Karen pour se donner un alibi, faire comme s'il n'avait pas réussi à la joindre à ce moment-là et faire croire aux enquêteurs que donc par conséquent, il ne savait pas où était Karen, il avait essayé de la joindre. À partir de ce moment-là, il va prendre Karen, il va l'emmener dans le cabanon qui est à côté de chez sa maman. Donc la maison de Cardamone et la maison de Karen sont collées. Il va prendre Karen, il va l'emmener dans le cabanon qui est à l'arrière de la maison de sa maman. Et il va la laisser là. Il la laissera assommée et ligotée par terre. Ensuite, il prendra la voiture de Karen, donc la Citroën Xara de 2004, et il ira jusqu'à la ville de Littleford pour aller voir son dealer, Edward George. On en a parlé tout à l'heure, voilà le rapport avec ce monsieur. Ce monsieur donc, et Cardamone se connaissent depuis qu'ils sont relativement jeunes, puisque Cardamone s'est drogué à peu près toute sa vie. Donc Edward George et lui se connaissent assez bien. Donc il prend sa dose, et il revient à sa maison retrouver Karen. Là malheureusement, le calvaire de Karen va commencer. Cardamone va se droguer avec de la méthamphétamine, mais il va aussi droguer la pauvre Karen. Après ça, il va la battre au point qu'il va lui casser le côté droit du crâne. Donc imaginez à coups de poing et à coups de pied avec quelle violence il a dû y aller pour arriver à casser le crâne de cette pauvre Karen. Il n'a pas pris de batte de baseball, hein. Non, non, non. Il y allait avec ses poings et ses pieds. Après avoir fait beaucoup de mal à Karen, il va ensuite l'agresser intimement. Et après ça, il va aussi lui injecter de l'acide de batterie dans le sang. Ne me demandez pas pourquoi il a fait ça. Il ne l'a jamais dit réellement. Mais à mon avis, c'est même pas pour la tuer qu'il a fait ça. Il voulait vraiment la faire souffrir. Ce soir-là, il avait décidé d'aller agresser Karen. Il avait décidé de lui faire du mal. Et l'acide de batterie, c'était juste une torture de plus. Karen passera donc 2 heures interminables avec son bourreau. Après ça, Cardamone la rattachera et la religotera pour la laisser encore une fois assommée par terre dans le cabanon, pendant que lui reprendra la voiture de Karen et que donc à 2 heures du matin, il partira pour Littleford pour abandonner la voiture de Karen dans un coin de la ville. Pour rentrer de Littleford à Wourouli, Cardamone fera appel à un taxi. Le taxi reposera Cardamone à 3 heures du matin devant chez sa maman. Une fois revenu à Wourouli, il va retrouver Karen dans le cabanon. Karen est toujours bien assommée, malgré tout, il va lui rajouter de la xylazine dans le sang pour encore bien plus l'assommer. La xylazine, c'est un tranquillisant pour chevaux. Il voulait vraiment qu'elle reste immobile et qu'elle ne bouge pas. Là, il va reprendre sa voiture personnelle, qui est un Nissan Patrol blanc, et il va embarquer Karen dans sa voiture. Il va conduire jusqu'à l'étang de Buffalo. Une fois arrivé à l'étang de Buffalo, il va sortir Karen de son Nissan Patrol, partiellement la détacher. Il va ensuite l'agresser intimement de nouveau. Il va la redroguer encore une fois avec la drogue qu'il a achetée à Littleford. Il va lui réinjecter de l'acide de batterie. Vraiment, il avait envie de lui faire du mal à cette pauvre Karen. Il va encore une fois la battre, mais cette fois, il va lui casser 6 côtes. Ce qui fait que maintenant, Karen en est à un crâne fracturé et à 6 côtes de brisées.
Karen a souffert le martyre. Elle était vraiment aux mains d'un fou pendant plus de 4 heures, parce qu'il y a eu 2 heures au cabanon et 2 heures à l'étang de Buffalo. Karen a souffert 4 heures avec Cardamone. Cardamone est un monstre. Le fait d'injecter de l'acide de batterie, ça doit être extrêmement douloureux. Vraiment, la pauvre Karen n'a pas dû en voir la fin. Une fois qu'il a fini de torturer la pauvre Karen, il va passer à un autre genre de torture. Il va aller prendre un bidon d'essence et va recouvrir Karen d'essence. Là, il va prendre un briquet et il va mettre le feu à Karen. Sauf qu'à ce moment-là, Karen est encore en vie. Et ce sera certifié par l'autopsie qui viendra après. Mais c'est pas fini. Il va remonter dans son Nissan Patrol, cette fois seul vu que Karen est morte. Mais vu qu'il n'en est pas sûr et pour s'assurer qu'elle soit bien morte, il va lui rouler dessus à diverses reprises. Et pendant qu'il fera ça, il va lui casser encore plusieurs os. Il va lui briser l'omoplate, les vertèbres et le pelvis. Une fois qu'il a fait tout ça, il va partir de Buffalo Creek et va laisser le corps de Karen là où il est. On est maintenant le mercredi 13 janvier 2016 au petit matin et Cardamone a énormément à faire. Il vient de faire une énorme connerie, il le sait très bien, il faut qu'il efface toutes les traces le plus vite possible. Donc il va commencer par sa voiture. Les 2 premières fois, il ira dans la même station de lavage, celle de la ville de Miltleford, à plusieurs heures d'intervalle. La 3e fois, ce sera dans une 2e station de lavage, toujours dans la ville de Miltleford, où cette fois on le verra faire l'intérieur et l'extérieur de sa voiture. Je pense qu'à ce moment-là, Cardamone avait réellement peur qu'on retrouve des traces de Karen parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de l'emmener à Buffalo Creek, il l'a battue affreusement, ce qui fait que forcément Karen a saigné étant donné qu'elle avait le crâne fracturé. Donc Cardamone avait peur de laisser des traces de sang et donc c'est pour ça qu'il a lavé 3 fois sa voiture dans la même journée et dont une fois à l'intérieur, il voulait vraiment être sûr qu'il n'y ait aucune trace de Karen. Après ça, il va rentrer chez lui. Et comme on est le soir de la disparition de Karen, le soir où les policiers sont venus chez Karen pour vérifier si elle était là, il y a forcément une présence policière dans son quartier. C'est à ce moment-là qu'il viendra voir les policiers pour leur demander ce qui se passe et que les policiers lui annonceront la disparition de Karen. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il les emmènera sur une fausse piste en leur disant que Karen est partie dans un autre état. Après avoir donné sa fausse piste aux policiers, Cardamone retournera à Miltleford, non pas pour acheter de la drogue à Edward George, mais cette fois pour aller lui demander s'il pouvait l'aider à brûler une voiture. Il dira à Edward George que cette voiture, il n'en a plus besoin et qu'il voudrait frauder l'assurance une fois qu'il aurait brûlé la voiture en récupérant l'argent qui est dû en cas d'accident. Edward George, contre une petite part du butin, lui dira oui. Donc, Edward George prendra le Nissan Patrol blanc de Cardamone. Cardamone prendra la petite Xara rouge de Karen et ils conduiront tous les deux la voiture jusqu'au lieu où Kayla la retrouvera brûlée. Après ça, Cardamone rentre chez lui, prépare un petit sac et part en cavale. Et c'est donc le samedi matin qu'il partira de chez sa maman. Et le dimanche matin à 5 h du matin, les policiers vont l'arrêter et le ramener avec les policiers de Woolley. Et c'est là donc qu'on en était, aux 18 versions de l'histoire de Cardamone, qui a d'abord dit que c'était pas lui qui avait juste brûlé la voiture, qu'ensuite c'était des Libanais qui l'avaient kidnappé. Ensuite, il a accusé ce pauvre Edward George qui n'a rien à voir dans l'histoire en disant que c'était lui et les 2 Libanais, pour enfin accuser Edward George. J'ai pas toutes les versions de l'histoire à vous proposer parce que 18 ça va faire extrêmement long, mais ces 4 là sont déjà pas mal je trouve. Quand ils ont interrogé Edward George au milieu de l'interrogatoire de Cardamone, Edward George a été choqué de savoir que Cardamone était en train de l'accuser. Par contre, il reconnaîtra qu'effectivement il a été présent à un certain moment dans la soirée. En même temps, il n'a pas eu trop le choix, quand il est arrivé chez les policiers, son visage était complètement brûlé et ses sourcils étaient inexistants parce qu'ils avaient été brûlés. Donc forcément, il a dû reconnaître qu'il était présent lors de la crémation de la voiture, il n'a pas eu le choix, il a même été obligé de reconnaître que c'est lui-même qui l'avait brûlé, parce que pour avoir des brûlures pareilles au visage, c'est qu'en réalité c'est Edward George qui a brûlé la voiture. Apparemment, cet homme-là a un petit côté pyromane et donc il s'est fait un malin plaisir d'incendier la voiture de Karen. Mais il dira bien aux enquêteurs que pour lui, il n'y avait aucun rapport avec une disparition ou quoi que ce soit d'aussi grave. Pour lui, c'était une fraude à l'assurance. Frauder une assurance, c'était pas si grave que ça dans sa tête. Il allait prendre un petit billet au passage, donc ça l'arrangeait bien. Mais à aucun moment, il s'était douté que Cardamone avait fait du mal à Karen. Et il y a encore qu'il avait enlevé une personne. Edward George savait pas tout ça. Et quand il apprend que Cardamone est en train de l'accuser,
Il propose aux policiers d'avouer ce qu'il sait et de balancer Cardamone en échange d'un accord. Un accord qui stipulerait que donc il n'irait pas en prison pour le fait d'avoir brûlé la voiture. Les policiers sont ravis de l'accord que propose Edward George. Ils n'ont aucune preuve pour Cardamone, vraiment aucune. Je veux dire, il n'y a pas de vidéosurveillance. Pour l'instant, les analyses de téléphone ne sont pas encore revenues. Donc, ils ont bien besoin de quelqu'un qui dénonce Cardamone. Edward George leur balancera tout ce qu'il sait sur la nuit de la disparition de Karen. Edward George expliquera donc qu'il était à son point de vente habituel et que Cardamone est revenu pour la deuxième fois dans la même soirée. La première fois qu'il est venu, il a acheté de la drogue, il avait l'air un peu pressé et est reparti. Et la deuxième fois qu'il est venu, il a demandé à Edward George s'il voulait bien l'aider à brûler une voiture. Edward George lui demande pourquoi, Cardamone lui raconte une histoire d'assurance, Edward George accepte, les deux prennent les voitures, donc la Nissan Patrol et la Citroën Xara, et partent la déposer là où la voiture sera retrouvée. Ensuite, Edward George s'est fait menacer par Cardamone, qui lui a dit qu'il n'avait pas intérêt à parler, qu'en réalité il avait enlevé une femme et que cette voiture n'était pas à lui et que s'il ouvrait sa bouche, Cardamone allait le tuer. Après qu'Edward George ait enfin raconté tout ce qui s'était passé à la police et qu'il leur ait bien dit que Cardamone lui avait avoué avoir enlevé et tué une certaine Karen, Edward George sera relâché et rentrera chez lui et Cardamone, lui, finira en détention à la prison. Dans cette prison, on va le mettre dans une cellule. Et dans cette cellule, il y aura un codétenu. Et à ce codétenu, Cardamone va énormément lui parler. Il va commencer par lui dire que Edward George a enlevé, agressé intimement et tué Karen et que lui était au courant de l'histoire mais n'en était absolument pas le coupable. Et au fur et à mesure du temps qui va passer avec son codétenu, la version va changer et il va finir par lui avouer la vérité. Il lui avouera donc qu'il avait une attirance sexuelle très prononcée pour Karen et que ce soir du mardi 12 janvier 1996, il a eu une pulsion. Il a pété un câble. Il a bel et bien eu Karen au téléphone pendant 1 minute et 6 secondes ce mardi, mais Karen l'a gentiment envoyé bouler en lui disant qu'elle devait aller se coucher. À partir de ce moment-là, Cardamone a vu rouge, il a sorti son scotch, ses cordes, il s'est dit je vais aller taper chez Karen, je vais la maîtriser et je vais l'agresser, et c'est ce qu'il a fait. Là, il dira aussi que maintenant, il y a quelqu'un qui connaît toute l'histoire, qui s'appelle Edward George, et que ce Edward George l'a balancé et qui va tout aller balancer devant un juge, et que Cardamone sait vraiment plus quoi faire. Son codétenu, en entendant ça, lui propose de le mettre en rapport avec un tueur à gages, et Cardamone va accepter. Il va donc appeler le tueur à gages et va lui donner des instructions extrêmement précises quant à comment faire pour tuer Edward George. Il va dire au tueur à gages, après lui avoir donné l'adresse de Edward George, qu'il va devoir aller chez ce dernier à minuit. Là, il va devoir frapper à la porte de Edward George et lui dire qu'il est là pour lui acheter de la drogue. Une fois que Edward l'aurait laissé rentrer, il devait l'assommer et le contraindre à écrire 2 lettres s'accusant de l'enlèvement et du meurtre de Karen Chetcuti. Il lui dira que ces 2 lettres, il devra en donner une à son avocat, donc à l'avocat de Cardamone, et qu'une autre lettre restera avec le cadavre de Edward George. Il lui dira ensuite qu'après l'avoir donc frappé, forcé à écrire la lettre, il devra le tuer avec de la drogue. Tout simplement parce que comme ça les policiers ne se poseront pas la question. Après tout, Edward George c'est un camé, c'est un vendeur de drogue. Si vraiment il a tué quelqu'un, c'est pas si étonnant que ça qu'il fasse une overdose avec de la drogue dans le but de se suicider par culpabilité après le meurtre de Karen. Ça c'est ce que pense Cardamone. Il pense réellement que s'il fait tout ça, il sera tranquille. Il dit aussi au tueur à gages qu'après avoir réussi à éliminer Edward George, il devra prendre une photo et la lui montrer pour lui prouver que le contrat a bien été exécuté. Après avoir entendu tout ça, le tueur à gages lui dira « Ok, pas de problème, je veux bien tuer Edward George, mais ça vous coûtera la somme de 25 000 $. Cardamone, soulagé, lui dira « Pas de problème, 25 000 $, ça me va, ça me convient. Par contre, je suis en prison, donc je ne peux pas sortir pour vous amener cette somme, donc je vais vous envoyer ma maman. » Et c'est là qu'on en arrive à la manipulation de la maman de Cardamone. Il va donc appeler sa petite maman qui s'appelle Maria Cardamone et qui a au moment des faits 78 ans. Sa maman, quand elle va entendre ce que Cardamone va lui annoncer, c'est-à-dire « Maman, il faut que tu ailles à une banque pour me retirer 9 000 €, elle va lui demander pourquoi. Pourquoi faire 9 000 €? Son fils est en prison, elle n'est pas bête, elle va donc lui demander à quoi va lui servir tout cet argent. Et là, Cardamone va être honnête avec sa mère et lui avouer qu'en réalité, s'il veut ces 9 000 $, c'est pour pouvoir mettre fin à la vie du seul témoin quant à l'histoire de Karen Chetcuti. Il ne veut pas aller en prison, sa seule solution c'est de tuer le témoin. Et sa mère va dire « Ok,
sa mère va accepter d'aller déposer 9000 $ dans le but de tuer une personne pour que son fils tueur puisse sortir de prison. Franchement, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais c'est fou. Donc, le jour du rendez-vous avec le tueur à gages, Maria Cardamone, maman Maria, prendra ses petites jambes et ira à la banque pour retirer ses 9000 $. Une fois qu'elle aura retiré ses 9000 $, elle va se pointer au lieu de rendez-vous convenu avec le tueur à gages. Et là, surprise, au lieu d'un tueur à gages, ce qu'elle va rencontrer, c'est la police. Elle pensait que c'était un tueur à gages, donc elle s'est absolument pas méfiée, mais elle aurait dû, parce que depuis que son fils est en détention, les policiers l'ont mis sur écoute et ont entendu le plan de Cardamone, et ils ont surtout entendu qu'il a appelé sa maman, qu'il a osé demander à sa maman de faire la livraison pour les 9000 $ pour le meurtre de Edward George. Ce qu'ils ont aussi entendu, c'est la réponse de maman Maria, à savoir « Oui, pas de problème mon fils, je vais aller livrer tes 9000 $. » Là forcément, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas arrêté cette petite dame en si bon chemin. Allez-y madame Cardamone, faites notre bonheur et venez nous livrer 9000 $, ce qui fait que vous allez être arrêtés et qu'on aura un appui contre votre fils. Et c'est exactement ce qui va se passer. En fait, ils vont se servir de la maman de Cardamone comme appui pour faire plier Cardamone pour qu'il avoue le meurtre de Karen. Parce que jusque-là, Cardamone ne veut pas avouer. Il ne veut pas avouer qu'il a tué Karen. Et comme je vous l'ai dit, ils n'ont quasiment aucune preuve. Ils ont besoin de cet aveu. Donc du coup, ils sont servis de la maman de Cardamone comme levier, en se disant que s'ils arrêtaient sa maman pour complot de meurtre, ils arriveraient peut-être à faire en sorte que Cardamone parle. Et effectivement, ça va marcher. Cardamone, quand il va apprendre que Maria, sa maman, est en prison à cause de lui, il va appeler les policiers et il va leur dire « Écoutez, je vous avoue le meurtre de Karen, mais je vous balance tout, mais vous lui mettez le minimum. » Les policiers vont peser le pour et le contre, et finalement, ils vont accepter le deal, étant donné qu'ils ont vraiment besoin de son aveu, et que finalement, Maria, elle a 78 ans. C'est une femme qui est manipulable et qui a été triste après la mort de son mari. Elle est rentrée en dépression, et du coup, elle s'est rattachée à son fils comme si c'était sa bouée de sauvetage. C'est pour ça qu'elle a accepté la demande de Cardamone. Du coup, les policiers vont prendre tout ça en compte, aller voir le juge et lui demander de punir Maria, bien entendu, mais de lui mettre une peine pas trop lourde. Le juge à la base mettra à Maria 141 jours de détention, et sur 141 jours, elle fera que 3 mois en fait, donc 90 jours de détention, et elle ressortira. Cardamone, lui par contre, restera en détention jusqu'à son procès. Cardamone, après ses aveux, dira qu'il regrette énormément d'avoir tué Karen, et qu'il repense beaucoup au jour de son meurtre, parce que selon lui, il n'arrive pas à oublier le corps calciné de Karen et les cris horribles qu'elle a poussés pendant qu'il la martyrisait. Une fois que Cardamone a avoué ce qu'il a fait à Karen, les policiers iront vérifier le maximum d'infos. Ils vérifieront la téléphonie de Cardamone et de Karen pour le soir du mardi 12 janvier 1996. Et effectivement, les deux téléphones vont borner au même endroit, au même moment, bien après que Karen ait quitté le bar de Buruli. Le pays apprend alors tout ce qui est arrivé à Karen. Ils avaient déjà eu le droit à des reportages sur la recherche de Karen, mais là maintenant qu'on sait exactement ce qui lui est arrivé, ça fait le tour des médias. Et forcément, ils vont être choqués. L'acide de batterie, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément souvent utilisé. Et là, on parle d'une maman de deux enfants adorables, qui ont grandi avec une maman aimante, qui a été arrachée à ses proches à seulement 49 ans, alors qu'elle était pleine de vie et pétillante. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'Australiens qui vont être révulsés et révoltés par cette histoire. Tous les amis de Karen mettront des mots sur Facebook. Il y aura des pages Facebook qui seront créées en son honneur. Et une marche blanche sera aussi organisée par ses anciennes amies de lycée. Ces anciennes amies de lycée vont organiser cette marche blanche avec des ballons bleus électriques et une grande affiche de Karen. Là, vous allez voir la vidéo de cette fameuse marche blanche qui va se finir par un lâcher de colombes en l'honneur de Karen. As the doves soared, the grief and the loss became too much. I have hardly slept since Karen was missing. 6 weeks on from the murder, her mother says the pain is consuming. Today, hundreds embarked on a 3-kilometre walk to honour the mother, daughter, sister and friend. Details for the Karen Chukuti Trust can be found on our website. Christy Mayer, 7 News. L'Australie se révoltera face à la fin monstrueuse de Karen, parce que quand ils vont apprendre que Cardamone a été déjà connu pour des services de police pour des actes de violence intime sur une mineure, et qu'en plus de ça,
On a retrouvé des vidéos dégueulasses sur son téléphone. Les gens vont être vraiment choqués. Ils se demandent comment ça se fait qu'un homme pareil peut être en liberté et devenir le voisin d'une femme aussi adorable que Karen. Ils se disent que ça peut leur arriver à chacun. Et là, ils vont vraiment monter au créneau. Il y aura par exemple Annie Callol qui organisera la mise en place du mouvement AC is Us AC afin de dénoncer les violences physiques faites aux femmes et le fait que des délinquants récidivistes arrivent à sortir de prison alors qu'ils ne devraient pas. Ils vont relancer le débat quant aux libertés conditionnelles qui sont acceptées à des délinquants sexuels violents et vont demander aussi un durcissement des lois par rapport à ces délinquants. Elle sera rejointe dans le mouvement par H, la première victime de Cardamone, qui dira qu'en 2015, quand Cardamone a été libérée, elle a vraiment été traumatisée et apeurée. Elle avait peur que Cardamone la traque et elle a été rassurée que ce ne soit pas le cas. Malheureusement, elle a été extrêmement attristée du sort de Karen. Elle estime pour elle que si Cardamone était encore en prison à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de souci. Les gens ne comprendront pas pourquoi Cardamone n'avait pas de bracelet électronique alors que normalement, à la sortie de prison en 2015, il aurait dû avoir un suivi et donc un bracelet électronique. S'il avait eu ce suivi et le bracelet électronique, pareil, Karen serait toujours en vie. Une info que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure mais qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est que le corps calciné de Karen a été retrouvé le lundi 18 janvier. Et ce lundi 18 janvier, c'était le jour de l'anniversaire de Kate, qui devait avoir 14 ans. Karen sera enterrée le 2 février 1996. Là, vous allez voir des photos du jour de l'enterrement de Karen. Et sur ces photos, vous verrez que les gens ont décidé de porter la couleur préférée de Karen, à savoir le vert émeraude. Le cortège funéraire, qui est relativement grand, vous le verrez sur les photos, il y a eu énormément de monde à son enterrement, passera devant le pub de Wuruli. Ils passeront aussi par la maison de Karen et ils finiront par le cimetière de Karen. À son enterrement, on fera une magnifique éloge de Karen en disant que c'était une femme qui était toujours aux petits soins pour les gens, qu'elle était belle à tous les égards, une maman très aimante et auprès de ses bambins, une femme irremplaçable. On dira aussi à ce moment-là qu'elle a vraiment marqué les villes de Wangaratta et de Wuruli. Tous ses habitants sont vraiment peinés de la façon dont est morte Karen. Elle a vraiment été appréciée dans ces deux villes, ils l'oublieront jamais. À cet effet, un arbre commémoratif sera dédié à Karen, auprès duquel les gens pourront venir lui déposer des fleurs. En 2002, le petit arbre qui avait été planté dans la ville de Wuruli a été arraché lors d'une tempête. Et sur la photo que vous verrez maintenant, vous verrez le maire posé avec le nouvel arbre qui a été planté en l'honneur de Karen, ainsi que la plaque commémorative qui l'accompagne. Comme je vous l'ai dit, ils ont voulu lui rendre hommage. Et quand l'arbre a été arraché, ils ne l'ont pas supporté et l'ont replanté immédiatement. Il y aura aussi des bouteilles de vin qui seront créées pour la commémoration de Karen. Cette bouteille de vin, ce sera un Shiraz qui sera nommé Karen Chetcuti. On en arrive maintenant au procès de Cardamone. Ce procès aura lieu le 27 août 2019. Et à ce procès, il va tomber sur un juge qui s'appelle Lex Laxroy, qui quand il va voir la liste complète de ce que Cardamone a fait subir à Karen, va être réellement choqué et indigné. Et je peux vous dire qu'il va pas la rater, Cardamone ne reverra plus jamais le jour. Le juge Lex Laxroy dira qu'il trouve Cardamone ignoble et vicieux. Il dira aussi que c'est un psychopathe sans sentiment, qu'il est horrible, dépravé et dégoûtant. Je vous ai dit, le juge, il l'a pas raté. Vraiment, il l'a pris en grippe quand il a vu ce qu'il avait fait à Karen. Il a été... le juge en revenait pas qu'un humain pareil puisse exister. Donc, il va vouloir faire un exemple avec Cardamone. Et pour cet exemple, il va lui mettre la prison à vie. Donc pour le meurtre de Karen, il va lui mettre 8 ans pour avoir complété contre Edward George. Il va lui mettre 3 ans pour avoir brisé sa conditionnelle. En sachant que tout ça accumulé, même avec les remises de peine, le juge a dit que Cardamone ne reverrait jamais la lumière du jour. Pour justifier sa peine, qui est la plus lourde que l'État de Victoria ait jamais vue pour une seule personne qui a commis un seul meurtre, mais qui en plus avoué, c'est la peine la plus lourde qui ait jamais été mise dans la région de Victoria. Et pour justifier cette peine, le juge dira qu'il a peur que Cardamone recommence si un jour il venait à sortir de prison, étant donné qu'il n'a mis que 6 mois entre le moment où il a été libéré et le moment où il a tué Karen. Et donc pour ça, il s'est vraiment assuré que Cardamone reste en prison à vie. Tous les gens qui l'ont connu ont été réellement attristés de sa mort, réellement choqués du sort qui lui a été réservé. Kate et Jack ont donc fini leur adolescence et sont devenus des adultes auprès de leur père Tony Chetcuti. Et c'est malheureusement comme ça que se termine l'histoire de Karen Chetcuti, qui, comme je vous l'ai dit, a croisé un monstre.
Bon. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire sur cette histoire, mis à part qu'elle m'a horrifiée, qu'elle m'a choquée. Le coup de l'acide de batterie, vraiment, ça a été trop pour moi. Je me suis attachée à Ska et c'est vrai que Karen m'a vraiment fait mal au cœur. Ça avait l'air d'être une femme pleine de peps, pleine de vie, tellement gentille et je me suis attachée à elle quand j'ai lu cette histoire et je voulais la raconter. Je suis pas sûre que vous l'ayez déjà entendue. Je pense que peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendue. Je trouve que c'est une histoire qui a été très peu relayée en France. En tout cas, j'en avais jamais entendu parler. Et donc, du coup, j'ai voulu couvrir le sujet. Si cette triste histoire vous a malgré tout intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager dans mon travail. En attendant la prochaine vidéo qui sortira vendredi à 18 h, prenez bien soin de vous.